Bonjour les petits sorciers, aujourd'hui nous vous présentons le troisième chapitre du livre de Pernelle et Nicolas Flamel qui s'intitulait Le château d'Aleuze. Donc nous allons commencer la lecture. Alors, vers la fin du deuxième jour, la caravane s'arrêta au pied du pic d'Aleuze. Le château de granit resserré sur lui-même, avec ses 4 tours rondes et crénées, paraissait inaccessible, solidement établi sur le roc. Il fallut contourner la colline plusieurs fois par un étroit chemin rocailleux, franchir le dernier escarpement avant d'atteindre la plateforme et la barbacane qui commandaient le pont-levis. Le héros sonna de la trompe et ceux du château répondirent. Le cérémonial de reconnaissance dut se dérouler tout entier avant que la caravane puisse pénétrer dans la première cour. Pernelle souffrait trop pour observer le spectacle autour d'elle. Elle avait les mâchoires serrées, la main amicale de Mélissa pressée de temps en temps contre sa jambe lui permettait de garder conscience. Sans cette attention qui l'obligeait à tenir jusqu'au bout, elle serait tombée. Malgré son orgueil et sa hargne contre Marchès, elle se serait avouée vaincue, demandant aide et pitié. La herse franchie, il y eut le pont-levis abaissé au-dessus d'un fossé sans eau où des hommes d'armes s'agitaient. On emmena les ânes suivis de la troupe par une pente qui descendait dans ce gros couloir au bout duquel ils disparurent. Le donjon écrasant et sinistre était flanqué d'une tour ronde plus basse, percée de petites fenêtres et d'une haute porte cernée de voussures. Le sculpteur qui avait orné l'entrée de la demeure seigneuriale avait ajouté à son sommet un écusson de pierre rose où se détachait la silhouette d'un léopard anglais tenant en ses griffes la fleur de lys. Une servante s'avança vers Marie-Rose pour aider Pernelle à descendre de sa monture. Ils ne furent pas trop de deux pour soutenir la cavalière presque inconsciente. Tandis qu'Enrico Marchès se dirigeait vers le donjon, il se retourna vers Mélissa. « Toi, la vieille, tu ne la quittes pas. Vous occuperez la même chambre, arrange-toi. » Mélissa n'en demandait pas plus. Suivre Pernelle et l'aider semblait lui donner une énergie nouvelle. La servante, une jeune fille douce et pâle, vêtue de noir, soutint la blessée. « Dans quel état est-elle, pauvre demoiselle? Décidément, il ne leur porte pas bonheur, murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda Mélissa. Pressons-nous, il faut l'étendre tout de suite. J'ai fait du feu. Le seigneur avait prévenu qu'il ramènerait une dame. L'escalier à vie était raide et sombre, à peine éclairé par la fente d'une meurtrière. Au premier étage, elle s'arrêta un instant pour que Pernelle puisse reprendre son souffle. Elle était brûlante et la sueur coulait sur ses joues aux efforts qu'il lui fallait faire. C'est le logis du maître à cet étage, dit la jeune fille en noir. Comment t'appelles-tu? Demanda Mélissa. Linette. Au second étage, elles pénétrèrent dans une chambre assez vaste où le lit à courtine de velours grenat occupait la plus grande place. Il était couvert d'une cotte de même tissu et paré de linceul blanc de lin fin. Une clarté assez faible pénétrait par l'étroite fenêtre tendue de toile. Dans les ébrasements de chaque côté, 2 bancs de pierre supportaient des coussins. Le lit tenait juste le milieu entre la fenêtre et la cheminée, dont le manteau de granit rose montait jusqu'aux poutres noircies par la fumée. Un feu ardent brûlait dans l'âtre et Pernelle, quand on l'étendit, tourna son visage vers cette présence lumineuse et rassurante. La vue du feu l'avait toujours fascinée. Sa chaleur se répandit, et quoique frissonnante, elle n'eut pas froid quand les 2 femmes penchées sur elle la déshabillèrent. Linette poussa un cri devant la blessure béante qui montait, de l'omoplate au creux des reins en diagonale, des boursouflures et des zones d'où s'écoulait du sang noir mêlé de pus. « Seigneur, comment a-t-elle supporté la route avec ça ?» s'écria Linette effarée. À ce moment, un pas lourd se fit entendre, la porte fut poussée, et le capitaine Dalleux s'approcha du lit avant que Mélissa eût le temps de recouvrir Pernelle. Celle-ci avait sombré dans l'inconscience, elle ne sut pas que son bourreau était venu la voir. Marchès regarda un instant la blessure assez effrayante aux lueurs du feu. Puis il se retourna et déclara avant de s'en aller. « Je vous fais confiance à toutes deux, soignez-la, demandez ce qu'il vous faut. » Bon, dit Mélissa en se plantant devant le grand cavalier sans perdre de temps. Donnez-moi un gardien et permettez-moi d'aller aux environs chercher le remède qui tirera tout le mal. C'est urgent avant la nuit. Alors c'est très poétique, hein, vous m'excuserez, je parle un peu du nez. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai le nez un peu pris. Entendu, tu prendras Guillemot avec toi, il t'aidera mais ne t'attarde pas. Linette recouvrit Pernelle aussi légèrement qu'elle put, afin que la toile ne soit pas en contact avec les chairs tuméfiées. Puis elle s'assit près de l'âtre pour entretenir le feu. Mélissa fut de retour à la nuit tombante, suivie de Guillemot,
qui pestait contre ses manies de sorcière, mais portait avec précaution dans un bac de bois une masse rougeâtre. Qu'est-ce que c'est demanda Linette. De l'argile, rien de tel pour tirer les humeurs et reformer les chairs. Toutes les bêtes s'en servent, et nous serions plus bêtes qu'elles si nous ne faisions pas autant. Je te garantis qu'avec ça, elle sera bientôt sur pied. Linette, d'un air dégoûté, aida Mélissa à étendre le plus doucement possible une couche épaisse de la terre, fine et froide. Mélissa recouvrit l'emplâtre du linge blanc que le capitaine, sur sa demande, avait fait porter. Puis Linette descendit à la cuisine chercher de la soupe bien chaude, tandis que Mélissa, arrangeant ses ballots et ses sacs, se faisait une couche provisoire au pied du lit qu'elle ne quitta pas de la nuit. Pernelle ne se rappela pas les 2 jours qui suivirent. Elle eut juste conscience des cataplasmes frais et bienfaisants que Mélissa renouvelait dès qu'ils se détachaient du corps, emportant les chairs mortes et le pus qui, peu à peu, cessa de se former. Elle se souvint aussi de sa lutte avec Mélissa quand, en proie au délire, un soir, elle avait voulu se lever et s'enfuir. La vieille femme s'est extraite de l'amas informe qui était son chez-soi au pied du lit et l'avait forcée à se recoucher, aidée par Linette qui passait ses nuits sur une paillasse dans la chambre. La vieille femme s'était fâchée en remettant les emplâtres sur le dos malade. « Je vais mourir, dit Pernelle, il me faut de l'air. »« Patience, un jour tu auras de l'air et la liberté. Quant à mourir, tu n'as pas souci à te faire. Je n'ai pas trouvé dans ta main la moindre ligne de vie. Je n'y comprends rien. Ou bien tu n'es pas né, ou bien tu ne mourras pas, 2 choses impossibles. C'est la première fois que je vois une main pareille. » Pernelle n'eut pas la force de rire, pourtant la stupéfaction de Mélissa lui faisait faire une bien réjouissante grimace. Enfin, un matin, la malade ouvrit les yeux avec la certitude que tout le mal avait disparu. Elle se sentait pleine de courage et même assez joyeuse. Le visage de Mélissa s'éclaira quand elle tira les rideaux du lit. Au premier regard, elle sut que la bataille était gagnée et appela Linette. « Vite, une bonne soupe pour ta maîtresse, il faut qu'elle reprenne des forces. » Le visage de Linette s'éclaira lui aussi. Elle avait veillé aidant de son mieux pendant ces jours où la pièce était restée tellement silencieuse. Le capitaine avait envoyé Guillemot plusieurs fois jusqu'à la porte prendre des nouvelles. Mais il n'était pas venu, la maladie lui déplaisait. Il se demandait même s'il pourrait oublier la vision de ces chairs purulentes. Le corps de la femme le rendait méfiant. Il n'avait pu s'attacher ni en épouser aucune à cause de ces travaux répétés mystérieux qui les déformaient ou les rendaient indisponibles. Pourtant, il ne pouvait pas s'en passer. Elle le fascinait, malgré cette sourde rancœur qu'il gardait à leur égard. Il ne fallait pas s'y fier, jamais. Jolie elle serait, toute pareille à sa mère, tellement parée et entourée qu'il lui préférerait ses amusements frivoles. Elle l'avait laissé souffrir, frotter contre la peau granuleuse de cette nourrice laide, dont les excroissances molles, après si longtemps, le dégoûtaient encore. Linette revint avec un pot de soupe qu'elle déposa dans l'âtre, près des braises et une corbeille chargée de fruits. Regardez quelle merveille à cette saison. Il y a des raisins de Moissac, des poires et des pommes à Genèse. Mais avis, dit Mélissa, quand elles furent seules, que le capitaine regrette d'avoir frappé si fort. Il te remercie de ne pas avoir gémi, et je suis fier de toi. Tu feras une maîtresse femme quand l'âge viendra. Hélas, répondit Pernelle, je ne sais pas encore s'il fait bon vivre. Tu le sauras bien à ton heure, et le capitaine te le tiendra comme ce fruit dans ta main, si tu le veux. Mais je ne le veux pas. Vraiment? Si tu ne trouves rien de bon? Si, murmura Pernelle, en rougissant. Il est beau, puissant, sa force m'impressionne. Elle sentait qu'un étrange mal l'avait prise et qu'il la laissait sans force devant Marchès. Quel remède, quelle défense trouverait-elle? Les yeux perspicaces de Mélissa lisaient sur son visage, tandis qu'elle écoutait parfois le choc des épées de fer et des masses d'armes contre le mannequin planté dans la cour. Le capitaine et Olin Barbet faisaient des assauts. Ils s'entraînaient à la guerre avec des rires, des cris, des jurons sonores. Leur excès de vitalité se dépensait en joutes, en chasses, en beuveries, qui se terminaient dans les maisons du village dont ils fracassaient les portes fermées. Quand elle s'en crut capable, Pernelle alla vers la fenêtre, l'inaction lui pesait. On la soutint pour qu'elle pût, en écartant le parchemin huilé, regarder dans la cour. Emerigo Marchès s'arrêta en plein élan. Ce visage de craie, avec son opulente chevelure noire, suspendue dans l'embrasure sombre de la fenêtre, ressemblait à celui d'un fantôme. Mais il s'anima bien vite. De loin, les 2 cavaliers purent apercevoir son sourire quand il lui dédiait un assaut. Chaque jour, ils attendaient qu'elle paraisse pour s'élancer. Les 2 géants prêtaient plus d'attention au mouvement de sa main agitant un voile qu'aux cris des hommes d'armes massés sur les chemins de ronde. Au retour des chasses, il faisait défiler dans la cour les hommes qui portaient liés à de longues perches les biches, les sangliers, parfois quelques loups qu'on dépeçait sur place, avant d'envoyer à Pernelle les peaux épaisses encore chaudes et sanglantes qu'elle repoussait avec dégoût. Un matin, le capitaine Dalleux se fit annoncer par Guillemot.
Il n'osa pénétrer très avant dans la chambre, craignant d'y trouver quelque odeur de maladie. De près, néanmoins, la jeune fille lui parut assez fraîche et avenante, pelotonnée dans son lit. Pernel, dit-il, nous aurions fêté ta guérison dans quelques jours, mais je pars rejoindre le comte de Derby. Il met le grand train pour délivrer la garnison d'Auboroche, assiégée par les Français. Guillemot commandera la garnison en mon absence, vous y serez en sécurité. Troussevage fera la liaison entre le château et moi. Adieu, prie pour notre victoire, et quelle est la condition de ton salut, je reviendrai. Pernel n'en douta pas, en rencontrant le regard brûlant, qui contrastait curieusement avec le masque immobile. Elle sut que l'hiver serait triste et long, et se rapprocha de la cheminée. Au-delà du lit, vers la fenêtre, les vents coulis et la surface humide des grosses pierres du mur refroidissaient l'atmosphère. Pernel, enveloppé d'un châle soutenu par Mélissa, regardait Enrico Marchès monter sur son destrier, paré du frontal de guerre, lui-même protégé par le haubert aux plaques métalliques, par le haume à cimier sculpté bleu et argent, assorti de l'écu très allongé. La piétaille, morion en tête, portant la brigandine de cuir et métal, coutille sur la hanche et lance haute, franchit le porche, la première cour et la barbacane, derrière le porteur du penon pointu aux couleurs du capitaine Dalleuse, bleu et argent. Olin Barbé posa sur sa chevelure blonde le haume qui le dissimula complètement. Celui-là, murmura Pernel, est le plus curieux de tous. On ne sait ce qu'il pense. Il parle si peu que je me rappelle surtout son cri de guerre et son rire. Emerigo, superbe, franchit le pont-levis le dernier. Les hommes du guet et les gendarmes qui restaient dans la place, y compris Guillemot, saluèrent son départ par des vivas, et leurs cornes répondirent longtemps aux sonneries de plus en plus lointaines de la troupe gagnant la vallée. Quand le pont-levis fut refermé, les gens regagnèrent leurs postes et leurs occupations. Le silence s'étendit sur la forteresse, aussi pesant à supporter que les lourds nuages de pluie venant de l'ouest. Nous voici prisonnières pour tout l'hiver, pour toute la vie peut-être, dit en soupirant Pernel, dont l'ardeur matinale venait de se dissiper. Viens te recoucher, nous trouverons bien des choses à faire. Le temps passera sans trop d'ennui, tu verras. Et puis au moins nous serons à l'abri de la famine et protégés des loups, avec du feu et un lit pour dormir. Je n'en ai jamais eu autant. Marchès me rend ce qu'il m'a pris et 1000 fois plus même. L'hiver est un supplice pour les pauvres gens dans nos campagnes à présent. Quand le bois est porté au château, il faut ramasser les rares brindilles, brûler de la boue sèche, de l'herbe, n'importe quoi qui sent mauvais et vous aveugle. Il faut disputer les bêtes aux loups ou bien aux seigneurs et subir de rudes corvées. Bien heureux quand on nous laisse quelques châtaignes et quelques raves. Ici, il y a une couette de plumes, une couverture fourrée et du pain bis de seigle et de froment que j'ai goûté pour la première fois. En somme, tu te trouves bien, tu ne cherches pas à partir, tu ne songes pas au sort que j'aurai, déclara Pernel amèrement. Que vas-tu chercher, petite? Je suis une bête sauvage, et la cage, je ne la supporterai pas longtemps non plus. Mais il faut voir les avantages là où ils sont, et profiter du bon temps quand il vient. Après, nous aviserons. Dis-moi, comment as-tu connu le capitaine? Il a l'air d'avoir pour toi une certaine estime. Peut-être te craint-il un peu, au fond, ça se voit dans son regard. Il ne sait pas très bien comment me prendre, voilà ce qui le gêne. Je l'ai sauvé une fois. Il en est reconnaissant et plein d'ennuis. Pour cette raison, il a laissé brûler ma cabane et m'a emmené dans le lot de ses prisonniers. Il m'a sauvé de la faim et du froid. À mon âge, je n'aurais pas survécu longtemps sans abri, sans parents. Je n'ai plus le moindre petit cousin pour m'offrir le bol de soupe contre le peu de travail que je peux encore faire. Oh, je ne dis pas que Marchès agit par bonté, non. Il se paiera par tous les services que je pourrai encore lui rendre. Il y a une chose qu'il guette. Quand on a goûté au pain du paradis, on s'en souvient. Qu'est-ce que c'est? Une plante très commune dans les pays du Nord. Elle donne des rêves et transforme la souffrance à tel point qu'on l'oublie. C'est ce que j'ai fait quand j'ai trouvé Emerigo, seul, blessé, près de mon village. Il était à moitié écrasé par le poids de son cheval et gémissait. Je l'ai traîné et soigné comme toi. Il a fallu brûler ses plaies et pour qu'il souffre moins, je lui ai donné ce pain du paradis. Je l'ai fait rêver longtemps afin qu'il guérisse son bruit. Personne ne rentrait dans la cabane, heureusement, car les villageois l'auraient coupé en morceaux s'ils l'avaient découvert. Mais pourquoi as-tu fait ça? Lui et ses compagnons sont tellement cruels avec les paysans, ils les méprisent et les traitent moins bien que leurs bêtes. Il était jeune, si beau, tellement seul. Si mon fils avait vécu, il aurait eu son âge à ce moment-là. Et qui sait s'il ne serait pas devenu brigand lui aussi, poussé par la misère et le goût de l'aventure, comme tant d'autres, qui sait? Moi, je ne condamne pas. Comment savoir ce que nous serions capables de faire, poussés par le besoin? N'importe quoi peut-être. Il était doux comme un petit enfant quand il avait mal. À 9 ans, il était déjà au service des armes chez un maître très dur. Il s'en plaignait encore dans ses rêves. Emerigo, vois-tu, je m'y suis attachée d'une certaine manière. C'est un magnifique animal. Il fait tout comme ça, par instinct, il s'y donne à fond. C'est parfois imprudent, mais courageux et rare.
S'il t'aime, laisse-toi faire. Ce doit être un amant splendide. Il est capable du meilleur comme du pire. Ce sera son lit ou celui de ses valets. Méfie-toi, je ne pourrai guère te défendre. Mais nous serons bientôt partis. Ce n'est pas sûr. D'ici peu, il y aura de la neige et les loups au pied des murailles. Pernelle se heurtait souvent au solide bon sens de la vieille femme, alors qu'elle voulait nier l'évidence. Pourtant, dans ses rêves, son orgueil, sa pudeur cédaient devant l'émoi que l'image d'Emerigo, souvent présente, éveillait en elle. Dès qu'elle eut retrouvé ses forces, Pernelle se mit à parcourir le château, ce qui lui permettait de se distraire et de se reconnaître. Elle observait le va-et-vient, toujours le même, des guetteurs sur le chemin de ronde. Les tournées de surveillance régulières établies par Guillaume Pau, qui semblait un homme de routine. Son travail fait, il remontait dans la salle du donjon où les hommes avaient leur galetas de foin, un peu de feu et de quoi boire. Il salua Pernelle d'un bonjour dame et la suivait partout où elle avait besoin de se faire ouvrir une porte. Il attendait aussi longtemps qu'elle voulait, son trousseau de clés à la main appuyé au mur. Il reprenait, là, n'importe où, un somme qu'il avait commencé au début de l'automne, avec l'activité ralentie du château. Il ressemblait à un gros ours à pelage rouge en pleine hibernation. Pernelle se méfiait de cette apparence inertie, car une fois ou deux, il avait retrouvé sa voix rogue, son regard plein de ruse et de suspicion quand elle s'est approchée de la chapelle. « C'est défendu !» avait-il déclaré d'une voix sans appel. La haine du capitaine contre le pape ne justifiait pas tant de précautions. Il aurait suffi de dévoyer la chapelle, de l'ouvrir au pourceau pour lui ôter son caractère sacré. Pernelle, pleine de curiosité, était sûre que Marchès y cachait quelque chose dont personne ne devait connaître l'existence. Mélissa resta songeuse quand elle lui fit part de cette certitude. Guillaume Pau n'a pas la clé, je l'ai bien vu. Il m'a ouvert toutes les portes qu'il pouvait ouvrir. Les deux femmes mangeaient avec Linette, la cuisinière, son mari, valet de ferme, et deux servantes dans la cuisine où la soupe était servie devant le feu. La cuisinière était aussi grasse et molle que son mari, était maigre avec des muscles durs, un visage pointu de renard. On l'appelait Goupil, et cela lui allait bien. La grosse femme, qui ne sortait jamais de sa cuisine, mais faisait marcher les servantes, le fermier, les valets et garçons d'écurie, et même son mari, répondait au surnom de la Gorette. Elle semblait s'en accommoder, grignotant toute la journée, rongeant même les épluchures quand elles étaient trop épaisses. Il faut croire, disait Mélissa, que ses dents pousseraient trop vite si elle ne mangeait pas tout le temps comme les lapins. Il y avait peu d'échanges, personne ne parlait sauf Linette. Elle servait d'intermédiaire entre ceux de la cuisine, un peu hostiles au début, et les deux femmes qui habitaient une des belles chambres du seigneur. La blessure infligée à Pernelle lui avait valu certaines sympathies. Elle avait subi la cruauté du seigneur et portait en quelque sorte elle aussi la marque de sa servitude. Peu à peu, Gorette et Goupil, sur la défensive au début, reprirent leurs habitudes. Goupil, son pot à vin à la main, retrouva le chemin de sa réserve secrète. Il partageait parfois avec Guillaume Pau, qui s'affalait sur le banc dans l'âtre pour loucher sur les cuisses écartées de la Gorette tournant sa soupe. Elle aimait faire rosir la peau intérieure des jambons puissants qui tremblaient sous ses jupes. Son rire de gorge retentissait quand Guillaume Pau, les yeux injectés, saillant dans sa face rougie, s'approchait d'elle, tandis que Goupil commençait un somme, paupières serrées, nez pincé, sourd à l'ensemble du monde. Celui-là rit dans son sommeil. Il garde tout son plaisir pour lui. Ce n'est pas comme notre gros Guillaume Pau, disait Mélissa. Elle regardait avec une certaine admiration le géant titubant, traîné dans le trou noir et sans fenêtre, qui servait de chambre aux époux, une Gorette en transe, pesant dans son inertie voluptueuse le double de son poids. Mélissa prêtait à la cuisinière assez de capacité pour satisfaire les émois de la garnison tout entière. Elle marmonnait en étirant entre ses doigts la laine piquée sur sa quenouille. « Bénissons la Gorette, ma petite, car l'hiver sera long. Malgré les consignes de Guillaume Pau, comment retenir tous ces hommes? Si ces hommes nous ont massacrés, le capitaine à son retour ne perdra pas son temps en regret. Un homme d'armes vaut plus qu'une femme. Faisons-nous oublier le plus possible jusqu'au moment favorable. » La lampe à huile permettait à la nuit venue de s'occuper à la cuisine avant de manger la soupe. Lina et Mélissa filaient inlassablement avec une incroyable dextérité. Pernelle installait devant elle sur un linge blanc le livre découvert dans le trésor de Marchès. Guillaume Pau lui avait laissé prendre quand elle avait déclaré qu'elle savait lire. « Vous et votre vieille, je me demande si vous n'êtes pas un peu sorcière, avait-il déclaré. Emerigo m'a dit ça, lui aussi, déclara Mélissa. Moi, je connais bien le secret des plantes, il ne vient pas du diable. Savoir lire est compliqué, mais ce secret-là, tous les prêtres hommes de Dieu le connaissent et personne ne peut dire le contraire. Des vraies sorcières, j'en ai connu, il n'y en a pas beaucoup, elles faisaient le mal par magie et se cachaient. Moi aussi, dit Pernelle en frissonnant, j'en ai connu qui faisaient le mal.
La jeune fille venait de retrouver l'atmosphère angoissante de la grande maison de Bergerac, au temps où Tiennette, penchée sur ses cuves de teinture, avait commencé à expérimenter certaines pratiques. Elle avait dû les apprendre toute petite avant d'être enlevée par les brigands. Comme on lui procurait tout ce qu'elle voulait, son talent de teinturière chimiste grandissait les mois passant. Dame Robine ne s'étonnait pas de ces pratiques car il y trouvait son compte. Tiennette avait pris une comparse docile, une petite maigrichonne récemment arrivée et qui avait toujours faim. Tiennette lui donnait une partie de son pain et la petite se prêtait à ses expériences. Quand la grande disait bois ceci, elle buvait, plonge ta main là et le faisait. Aucun désagrément ne lui arrivait car Tiennette ne possédait pas encore tout son talent. Pourtant, son regard devenait de plus en plus étrange et même insoutenable. Un jour, elle avait déclaré qu'on lui avait confié le secret de la jeunesse. Toutes les chairs ridées, tuméfiées ou brûlées retrouveraient leur peau neuve d'enfant avec l'ongle qu'elle allait fabriquer. Elle avait dérobé la poudre de Dame Robine, celle qui ôtait aux novices toute volonté quand on les promenait au-dessus de la grande cuve le jour de leur arrivée. Ce vol étant lui-même un exploit que la teinturière avait attribué au diable qui la secondait toujours. On avait respecté ses consignes. Personne ne devait s'occuper de ses expériences avant qu'elles ne paraissent terminées. Tiennette avait enfumé sa petite proie qui s'était laissée faire une fois de plus. Au bout d'un certain temps, elle avait été complètement endormie et insensible. Personne n'avait deviné ce que Tiennette allait faire. Mais une odeur de cornes et de chair brûlée avait fini par se répandre et alerter les plus grandes. Cette odeur écœurante les avait fait se lever et s'approcher du réduit où Tiennette poursuivait son expérience. Celle-ci, les yeux fous, les avait repoussés. Allez-vous-en, tour à trait. Attendez la fin. Vous allez voir mon triomphe. L'odeur était telle qu'elles avaient pénétré quand même et découvert la maigrichonne inconsciente auprès des braises du potager. Au-dessus du foyer, au bout d'une fourche, Tiennette faisait rôtir la main droite de sa victime sans émotion apparente. Les autres avaient rappelé à grands cris, avaient arraché la fourche des mains de Tiennette qui voulait qu'on la laissât mettre sa pommade, certaine que la main reviendrait en son premier état. Personne n'avait essayé le remède, car la petite n'avait pas repris conscience et était morte, le bras retourné sur la poitrine, sa main noire et desséchée ressemblant à une serre d'oiseau. Chaque fois, en ouvrant le livre, Pernelle avait l'impression d'ouvrir une porte donnant sur la grande maison de Bergerac d'où Emerigo Marchès l'avait sortie après le siège de la ville. Peu attirée par le travail de la laine, elle avait été séduite par une Bible en latin oubliée dans un placard. Dame Robine avait surpris sa pensionnaire alors qu'elle feuilletait, fascinée, le gros volume. Imaginant le profit qu'elle pouvait en tirer, elle avait proposé à la jeune fille de lui faire apprendre l'art du copiste. Pernelle avait été ébloui. La vie avait pris un sens grâce à ce labeur qui l'avait passionné. Manier les plumes et le pinceau dépassait en intérêt tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Elle en oubliait sa prison, comme elle en oubliait les jours tristes, parfois angoissants, qui se déroulaient au château. Rien ne venait atténuer l'atmosphère glaciale des salles d'allées humides qu'il fallait cloisonner de toiles autour des lits, des cheminées, pour constituer de petits îlots où la chaleur se conservait un peu. Privilégié, le châtelain ne manquait pas de bois. Les paysans passaient une partie de leur temps à l'approvisionner eux-mêmes, et les soldats du corps de garde n'ayant droit qu'aux maigres taillis, aux galettes de paille et de bouse qui répandaient une âcre fumée empestant tous les communs. Mélissa avait retrouvé parmi les trésors que renfermait le tas de ses ballots lui servant de coffre et de couche une lame aiguisée qu'elle offrit à Goupil contre une peau de loup tannée. Elle en fit pour Pernelle des bottes fourrées. Glissées dans les socs de bois, elles isolaient du dallage humide. La nourriture était chiche, la Gorette gardait pour elle le peu gras qu'elle arrachait aux paysans du village. Le froid et la faim étaient des ennemis contre lesquels on pouvait lutter, mais aucune des trois femmes n'était sûre de surmonter la peur qui s'installait avec la nuit tombante. Les hommes d'armes étaient friands de récits d'épouvante. Ils peuplaient le château de fantômes errants dans les lieux interdits, comme les cachots souterrains où dormaient les chiens, les douves autour desquelles piétinaient les loups, les alentours de la chapelle condamnée dont le capitaine avait seul la clé. La Gorette ne s'en approchait pas sans faire le signe de croix. Guillempeau fixait parfois sa porte close avec un curieux regard. Ivre, il y plantait avec violence son couteau. Tous les êtres entre les murs épais semblaient hantés par d'inexprimables cauchemars subis la nuit, mais que l'inactivité forcée des jours monotones dans le périmètre restreint du château ne permettait pas d'oublier. Linette se débattait toujours dans son sommeil et contre des souvenirs tragiques qu'elle ne voulait pas partager. Je t'apprendrai le secret des plantes, avait dit Mélissa, et tu les écriras, tu auras tout mon savoir pour aider les autres. La possibilité de la prolonger, de voir sa parole couchée en signe sur le parchemin, paraissait l'émouvoir. Le visage de la vieille femme si ridé et couturé qu'il ressemblait à une écorce rigide la plupart du temps, s'humanisait quand elle évoquait sa nature dont les secrets lui étaient connus. Ses yeux pâles, trop brillants et fixes,
prenait alors le charme des regards nocturnes un peu éblouis des chouettes amies de l'ombre dont elle parlait souvent. Si les gens craignent ces oiseaux, disait-elle, c'est qu'ils répètent les cris que les hommes et les femmes poussent à l'intérieur. Ces oiseaux-là sont sensibles. Ils les entendent et les lancent dans la nuit, pour ceux qui n'osent pas mais tremblent en les reconnaissant. Moi, je n'ai plus peur depuis longtemps. D'ailleurs, il ne peut plus rien m'arriver il ne peut plus rien m'arriver que la mort, et celle-là, je la guette. Elle a déjà pris tous les miens. Entourée de figures connues, elle n'est pas bien menaçante. Je me demande comment elle fera pour arriver jusqu'à moi. La mort d'une vieille femme qui a beaucoup souffert, c'est comme la fin d'une journée d'hiver. Le temps un dernier éclat de pâle soleil sur la terre engourdie. Bientôt, je passerai à la grande limite. Bientôt, je retrouverai mon vrai village. Je serai à ma place avec les miens. Ce n'est pas triste, tu sais, Pernel. Au contraire, on prépare déjà pour moi la grande fête invisible. Mais à ton âge, tu ne peux pas comprendre. Tu as encore peur de te perdre dans le noir. Eh bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous reprendrons la deuxième partie de ce 3e chapitre lors d'une prochaine vidéo. En attendant, nous vous souhaitons une très belle soirée, puisqu'aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 mars et il est à peu près 20h, on va pas tarder à manger. Donc je vous souhaite un très bel appétit et je vous dis à bientôt. À très bientôt.